Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. 19h30 à Kinshasa, Madame, Messieurs, bienvenue à cette grande session d'information sur Geopolis Télévision. D'abord, le titre. James Kabarebe et Laurence Kanyuka, respectivement patrons du portefeuille stratégique de la coopération régionale du Rwanda et au cadre de l'AFC M23, ont été sanctionnés par les États-Unis d'Amérique. Vous aurez plus de précisions dans ce journal. Et puis, la situation sécuritaire dans la ville de Bunia, en Ituri, demeure calme et paisible, contrairement aux rumeurs faisant état d'une attaque du chef-lieu de la province de l'Ituri. Nous y reviendrons avec force et détail. Et puis, l'économie égyptienne augmente les recettes en devises étrangères, pouvant atteindre 159,6 milliards de dollars pour l'année 2023-2024. C'est une information qui vient de tomber. Les États-Unis d'Amérique sanctionnent James Kabarebe, ancien ministre de la Défense et actuel patron du portefeuille stratégique de la coopération régionale du Rwanda. Washington frappe aussi Laurence Kanyuka, qui est donc un haut cadre de l'AFC M23. Plus de précisions donc dans nos prochaines éditions. La ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba-Wagner, a demandé mercredi 19 février au Conseil de sécurité de l'ONU réuni à New York pour discuter de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo d'adopter des mesures robustes pour mettre un coup d'arrêt au Rwanda qui cherche à renverser par l'intermédiaire de ses supplétifs du M23 et de l'AFC le gouvernement légitime et démocratiquement élu. Elle a également sollicité que le Conseil de sécurité passe à un vote public dans le plus bref délai sur une résolution dénonçant clairement l'occupation rwandaise. Patience Lokike. La ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba, a accusé le mercredi 19 février le Rwanda de vouloir renverser le pouvoir de Félix Tshisekedi par la force. Elle a dit au cours de son intervention devant le Conseil de sécurité des Nations Unies à New York. Dans son speech, la chef de la diplomatie congolaise a invité l'ONU à prendre des sanctions robustes contre Kigali et la rébellion de l'AFC M23. Mais ce Conseil, toujours inactif, est le seul capable d'empêcher de nouveaux massacres et l'expansion de l'occupation. Il lui revient d'adopter des mesures robustes qui non seulement arrêtent les violences perpétrées par les troupes rwandaises et leurs supplétifs du M23, mais aussi mettent un coup d'arrêt au soutien d'un État membre de l'ONU à un groupe terroriste cherchant à renverser un gouvernement légitime et démocratiquement élu. Ce conflit ne se limite pas aux violences militaires, au pillage de nos ressources ou au déplacement, dépeuplement de nos territoires. C'est un projet politique porté par le Rwanda à travers le M23 et l'AFC visant à renverser notre régime par la force. Thérèse Kaikwamba a par ailleurs demandé au Conseil de sécurité de passer à un vote public dans un bref délai sur une résolution qui dénonce clairement l'occupation rwandaise et exige en même temps le retrait de son troupe. Le temps des compromis interminables est révolu. Il est temps d'agir. La République démocratique du Congo exige un vote public dans les plus brefs délais sur une résolution qui dénonce clairement l'occupation du Rwanda et qui exige le retrait de ses troupes. Une résolution qui défend la Charte des Nations Unies. Assez de prétextes, assez de relativisme culturel derrière lequel se cache un attentisme aux conséquences tragiques. Que chacun assume sa position au grand jour.
Selon Thérèse Kaikwamba, le M23 et ses soutiens rwandais cherchent à imposer par les armes ce que les urnes ont rejeté lors de dernières élections. Il faut dire que, malgré les interpellations de la communauté internationale et des organisations régionales, la rébellion du M23, soutenue par le Rwanda, poursuit son avancée dans la province du Sud Kivu, aggravant la crise sécuritaire et humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo. C'était donc la voix des Patience Lokeke qui nous fait donc l'honneur d'intervenir dans ce journal. Bonsoir Patience. Bonsoir Blaise Kouzoula. Alors Patience Lokeke, nous avons suivi avec vous les sanctions dans cette guerre de l'agression à l'est de la République démocratique du Congo, l'agression rwandaise. Donc les États-Unis qui annoncent donc des sanctions contre deux grandes personnalités, à savoir James Kabarebe pour le compte du Rwanda. James Kabarebe qui était ancien ministre de la Défense et qui est aujourd'hui patron du portefeuille stratégique de la coopération régionale du Rwanda. Il y a également Laurence Kanyuka qui est un haut cadre de l'FC bar M23. Comment interprétez-vous ces sanctions? Merci Blaise pour la question. À mon humble avis, ce que je peux dire, ces sanctions sont les résultats des actions diplomatiques menées par la RDC depuis la prise de Goma. Blaise Kouzoula, à ce jour déjà, la RDC a obtenu deux grandes victoires sur le plan diplomatique. Premièrement, elle a réussi d'abord à faire convaincre le monde entier que c'est le Rwanda qui est son agresseur, chose qui expose déjà le Rwanda à des sanctions parce que la RDC étant un pays souverain et un autre pays qui veut déjà l'intégrité territoriale d'un pays, court déjà de sanctions sur le plan international. Et puis, deuxièmement, il y a des sanctions. Aujourd'hui, les États-Unis, à titre individuel, a eu à sanctionner deux grandes personnalités. Déjà, il y a, ne sont pas les moindres en tout cas. Vraiment, du côté du Rwanda, il y a James Kabarebe, qui est un pion de Kagame, ou je vais dire un proche de Kagame. Il est, comme tu viens de le dire, le ministre d'État rwandais en charge de l'intégration régionale. Et du côté du M23, les États-Unis ont sanctionné Laurence Kanyuka, qui est d'ailleurs le porte-parole du M23. Voilà, alors Patience Okeke, en se référant à ces sanctions, est-ce que cela peut avoir un impact sur la guerre à l'est de la République démocratique du Congo? Blaise Kouzoula, c'est pas du tout évident, mais ça peut influencer en telle sorte que le Rwanda, en tant que pays agresseur, ces sanctions peuvent le fragiliser, peser sur lui. Peut-être il va avancer, il va continuer à poursuivre avec l'agression, mais peut-être avec beaucoup de retenue. Voilà, merci à vous Patience Okeke pour votre intervention à ce journal télévisé sur Geopolis Télévision. Merci à toi Blaise Kouzoula. Voilà, on va poursuivre avec le dossier sur la situation sécuritaire à l'est du pays. Au Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, président de cette institution, reçoit le message de solidarité et de soutien des États-Unis d'Amérique au peuple congolais victime de l'agression rwandaise sous couvert de terroristes du M23 AFC. C'est ce qui ressort de l'audience que le speaker de la Chambre haute du Parlement a accordé à l'ambassadrice des USA en poste en RDC, Lucie Tamlin. Les détails avec Théodore Ngandou. Il ne fait plus l'ombre d'aucun doute, les États-Unis désapprouvent l'occupation rwandaise dans les provinces du Nord et Sud Kivu. Après sa prise de position contre l'armée mercredi au Conseil de sécurité, le pays de Trump se montre encore très solidaire avec la République démocratique du Congo. En effet, la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC, avec en toile de fond l'agression rwandaise sous couvert de ces supplétifs et terroristes du M23 AFC, était au centre des échanges entre Jean-Michel Samaloukonde Kyenge, président du Sénat congolais, et Lucie Tamlin, ambassadrice des USA en RDC. Se confiant à la presse à l'issue de cette rencontre, la diplomate américaine n'est pas allée par quatre chemins pour condamner l'agression rwandaise et exprimer le soutien et la solidarité de son pays à la RDC, dont la souveraineté et l'intégrité du territoire ne doivent être violées par un pays étranger. Merci. Je me suis entretenue avec Monsieur le Président du Sénat. En fait, c'était pour faire le point par rapport à les dernières actualités
exprimer notre solidarité avec le peuple congolais et aussi condamnons l'agression rwandaise avec le M23. Nous soutenons fermement l'intégrité territoriale de la RDC. Nous appelons pour un accord de cessez-le-feu, pour un corridor humanitaire pour aider les gens qui sont affectés par la violence et pour que tous les partis reviennent aux tables de négociation dans le contexte du processus Luanda et processus Nairobi. Revenant sur la position des États-Unis au sujet de l'agression rwandaise, l'ambassadrice des USA reste imperturbable. En fait, nous avons dit à plusieurs reprises l'importance de la retraite de toutes les forces rwandaises de la territoire congolais et aussi que nous avons l'intention d'utiliser tous nos leviers diplomatiques. Il faut noter par ailleurs que le gouvernement congolais ne cesse d'appuyer sur l'accélérateur pour faire aboutir le processus de Luanda et de Nairobi, seule voie royale pour établir la paix dans l'est de la RDC. Une brève dans ce journal, toujours en parlant de la situation sécuritaire à l'est de la RDC. La Croix-Rouge de la République démocratique du Congo a procédé ce jeudi 20 février à l'inhumation de corps de 18 personnes décédées lors de l'entrée des rebelles du M23 dans la ville de Bukavu, au sud Kivu. Elles ont été mises en terre au cimetière des Mousigiko dans la commune de Bagira à Bukavu. Ces corps ont été ramassés dans les rues par le volontaire de la Croix-Rouge et gardés à la morgue des cliniques universitaires. Il y a quelques jours, le rebelle du M23 soutenu par l'armée rwandaise ont pris d'assaut la ville de Bukavu. Cette occupation est intervenue après celle de la ville de Goma, au nord Kivu. Et depuis l'occupation du nord et du sud Kivu par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23/ADF ou AFC, le massacre de populations civiles et des défenseurs de droits de l'homme se multiplie dans ces deux provinces de l'Est de la RDC. Face à ces violences insoutenables, la chef du gouvernement congolais, Judith Suminwa Tuluka, a reçu en audience Paul Nsapou Mukulu, président de la Commission nationale de droits de l'homme. Je parlais donc de la CNDH. Suivez. L'agression du Rwanda ainsi que les attaques, si vous voulez, de son armée, l'armée rwandaise, avec les supplétifs du M23 et AFC, la situation des droits de l'homme s'est détériorée dans le nord et sud Kivu. Comme vous le savez, avec des massacres des populations civiles, avec des exécutions sommaires, avec, disons, privation de liberté. Et les populations civiles, les activistes des droits de l'homme sont traqués. Ce qui tombe entre les mains de tous ces éléments du M23 et AFC et même les forces rwandaises, de l'armée rwandaise, c'est déplorable puisque nous déplorons plusieurs défenseurs de droits, la mort, le décès, si vous voulez, l'assassinat, les exécutions extrajudiciaires, surtout sommaires, au sein des défenseurs des droits de l'homme, au sein des membres de la société civile. Voilà, c'est inquiétant, mais nous continuons à travailler dans des conditions d'enquête difficiles. Mais en même temps, le monde entier se demande, mais qu'est-ce qui se passe maintenant? L'opinion publique, le peuple d'autres pays nous demande, nous, en tant qu'institution d'appui à la démocratie, qu'est-ce qui se passe en RDC? Voilà pourquoi, le 25 et le 26, 2 jours, nous organisons un atelier, une conférence pour recevoir les INDH, nos consoeurs, les institutions sœurs, les CNDH d'autres pays arrivent chez nous, surtout africaines, pour s'abreuver qu'est-ce qui se passe, s'informer, enfin d'échanger sur les stratégies de contribution au retour de la paix. Et puis,
J'étais en train de dire que le Médecins sans frontières signale à nouveau une situation sécuritaire préoccupante à Uvira dans la province du Sud Kivu et lance un cri d'alarme pour garantir la protection des civils et de son personnel médical qui sont exposés à des risques considérables. Le nombre de blessés continue d'augmenter et les soins médicaux dans les zones affectées deviennent de plus en plus précaires. Maryse Boleli. Sécuritaire à Uvira. La situation sécuritaire à Uvira dans les Sud Kivu reste préoccupante avec des affrontements armés et des pillages qui, selon MSF, ont paralysé la ville. Selon la même organisation, cette situation empêche toujours les passages des ambulances. MSF lance un appel urgent pour garantir la protection des civils, de son personnel médical et l'accès humanitaire dans la région. Partout dans la ville, les équipes médicales et humanitaires sont exposées à des risques considérables. Les hôpitaux locaux continuent de recevoir quotidiennement de nombreux blessés, dont des civils. MSF exprime par ailleurs de vives inquiétudes quant à l'accès aux soins de santé pour l'ensemble de la population et affirme déployer des efforts pour envoyer des renforts médicaux dès que possible. Bien que MSF ait dû réduire la taille de ses équipes à Uvira, l'organisation entend poursuivre son soutien à la zone de santé, notamment pour le traitement des patients atteints de la pox. Elle a également fourni du matériel médical essentiel pour les blessés, bien que cela reste insuffisant face aux besoins croissants. En dehors d'Uvira, les équipes de MSF continuent de soutenir les hôpitaux de Bukavu pour la prise en charge de blessés et demeurent présentes dans d'autres zones affectées par les conflits, tant au nord qu'au Sud Kivu. Comme annoncé dans le titre, contrairement aux rumeurs faisant état d'une éventuelle attaque de la ville de Bunia, la situation sur place demeure calme et paisible. La ville continue de fonctionner normalement, accueillant le soldat ougandais venu dans le cadre de l'effort commun entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda pour lutter contre les milices de l'ADF. Ces efforts de coopération visent à renforcer la sécurité et à restaurer la paix dans la région, afin de protéger les populations locales et d'assurer la stabilité de la zone. Suivez ces reportages. Nous sommes à Bunia, capitale provinciale de l'Ituri. Cette ville respire un air de paix et de tranquillité. Les activités tournent à plein régime et la population exerce librement ses activités. Écoles, marchés, boutiques, institutions bancaires, transports en commun et autres fonctionnent normalement aux grandes dames des pêcheurs à nos troubles qui tentent désespérément de déstabiliser la ville via leur entreprise de propagation de fausses rumeurs à l'arrivée des troupes ougandaises. La population de Bunia fait preuve d'une résilience face au jeu de l'ennemi. Après l'entrée des Ougandais ici, UPDF, l'activité d'abord c'est très bien pour moi d'abord. Il n'y a pas la peur, les affaires étudient bien. Les activités du marché, au magasin, les tassimènes, tout est d'abord normal. Les gens passent la nuit, même à l'extérieur comme d'habitude. Les gens étaient là, ils étaient en match et les gens vivaient jusqu'à 2h du matin, les gens à l'extérieur. Le retour d'une paix durable en Ituri, c'est ce qu'attend la population de Bunia de ce partenariat militaire entre l'Ouganda et la RDC. Quant à moi, je souhaiterais que seulement la paix puisse regagner notre milieu. Vraiment, jusque-là, rien de mal n'est signalé. Cette affaire de désinformation crée de la cause au sein de la population et fait à ce que certains deviennent distraits, restent à la maison et se livrent à l'alcool. Les réseaux sociaux nous trompent beaucoup, nous regrettons cela. Nous vivons autour du jour. Notre seul désir demeure la paix en Ituri. La désinformation, une arme de l'ennemi dans cette guerre d'agression pour déstabiliser le pays, déjà démasqué par les services de sécurité et de défense. À ce propos, la population est appelée à rester vigilante afin de barrer la route à cette manœuvre de l'ennemi, comme l'a toujours dit le lieutenant général Boyanka Chomadjouni, gouverneur de province.
On va parler d'autre chose à présent. Dans une démarche visant à promouvoir le développement durable de l'économie circulaire, Luwatum Kabamba, ministre de l'Industrie et du Développement de PME, a effectué une visite de terrain le 19 février chez Ndous Family, une entreprise innovante située à Kolwezi, spécialisée dans la fabrication de papier tissu à partir de 100% de papier recyclé et consommation et d'autres matériaux similaires issus de la consommation quotidienne. Cette société se positionne comme un acteur clé de la transition écologique en République démocratique du Congo. Suivez. Dans une démarche visant à promouvoir le développement durable et l'économie circulaire, son Excellence Luwatum Kabamba a effectué une visite de terrain ce 19 février 2025 chez Ndous Family, une entreprise innovante située à Kolwezi, spécialisée dans la fabrication des papiers tissus à partir de 100% des papiers recyclés et d'autres matériaux similaires issus de la consommation quotidienne. Cette société se positionne comme un acteur clé de la transition écologique en République démocratique du Congo. Lors de cette visite, son Excellence Luwatum Kabamba a exprimé son admiration pour le projet ambitieux porté par les dirigeants des Ndous Family qui ont su allier innovation, création d'emplois locaux et responsabilité environnementale. Les impressions sont excellentes et je tiens à féliciter les initiateurs de ce projet qui sont à ma droite et à ma gauche. Voilà ce que nous voulons voir pour le Congo d'aujourd'hui et de demain. Des Congolais qui se lèvent, qui décident d'investir dans le cas d'espèce, dans le recyclage des papiers, pour en faire quelque chose d'utile et de commercial, en produisant des rouleaux de papier hygiénique comme on a vu, et en créant surtout des emplois, en créant des richesses. Et donc c'est des sentiments de fierté, des sentiments de satisfaction, mais aussi d'interpellation, pour que nous puissions les encourager davantage, aller au-delà des défis qu'ils ont, et réussir encore plus, aller encore plus loin. En valorisant les déchets, Ndous Family ne fait pas seulement œuvre utile pour l'environnement, mais elle contribue également à l'émancipation économique des communautés locales. Cette visite s'inscrit dans la vision de l'État congolais visant à promouvoir des projets à forte valeur ajoutée en phase avec les enjeux environnementaux globaux. En réutilisant les matières premières issues des déchets de consommation quotidienne, Ndous Family incarne ainsi un modèle économique respectueux de l'environnement tout en contribuant activement à la création de la valeur locale et au renforcement de la résilience économique de Kolwezi et de la région. Revenons à Kinshasa où les autorités du pays projettent de suspendre dès le mardi 25 février la mesure sur la circulation alternée avant l'application de celle-ci qui est donc expérimentale et qui avait pour but entre autres de lutter contre les embouteillages dans la capitale. Une réunion a été présidée le mercredi 19 février par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Jacquemin Chabani-Louko. L'objectif, évaluer la mesure de circulation alternée à Kinshasa. Plus de détails avec Rosie Chiyoyo. Suite à l'évaluation qui a révélé des effets négatifs sur la fluidité du trafic et contraire aux objectifs recherchés, la mesure de la circulation alternée observée depuis le 27 octobre 2024 sera suspendue dans les prochains jours. À l'issue de la réunion, il a été décidé de suspendre la circulation alternée à partir du 25 février. Mais qu'en pensent les usagers de la route? Nous, en tant que mutuelle pour la sécurité des chauffeurs au Congo, nous n'avions pas été associés ni en amont, ni pendant, ni en aval. Maintenant qu'on nous dit qu'on a suspendu, ok, nous allons voir exactement ce qui va être fait dans le jour à venir. La solution aux embouteillages à Kinshasa n'est-elle pas ailleurs? La véritable solution contre les embouteillages passe par le bon sens de tous les usagers de la route. Vraiment, nous pensons qu'en soi, on ne peut pas à Kinshasa parler principalement d'abord des embouteillages tels qu'on peut les définir ou les qualifier ailleurs. Ici à Kinshasa, principalement, nous devrions d'abord trouver des solutions contre les désordres routiers.
Imaginez-vous qu'il y a des gens qui s'arrêtent, qui stationnent et qui abandonnent les véhicules en panne sur des chaussées. La population quinoise doit jouer aussi sa partition automobiliste, motards, pousse-pousseurs et piétons compris, en respectant le code de la route. Les agents de la police routière doivent aussi faire preuve de rigueur et de professionnalisme. Nous pensons que la population quinoise doit accompagner dans la promotion du civisme routier, doit accompagner dans le caractère de pouvoir dénoncer partout là où il y a des agents vérés, de manière à ce qu'à permettre que la ville puisse capitaliser en termes de renforcement et en termes de pouvoir avoir le moyen qu'il faut dans le trésor public quinois. Et nous recommandons vraiment à ce que le gouverneur puisse tenir et que le gouverneur puisse vraiment être très rigoureux. C'est pour permettre à ce que même quand on revient à la circulation normale, il se posera toujours un problème d'intersection. Il faut retenir que la suspension de cette mesure est temporaire en attendant des actions plus globales pour résoudre le problème de circulation à Kinshasa. Voilà, c'est avec cette information que nous allons nous envoler pour la page internationale. L'économie égyptienne affiche des signes de reprise avec une augmentation de recettes en devises étrangères atteignant 159,6 milliards de dollars pour l'année 2023-2024, marquant une hausse de 30,8% par rapport à l'année précédente. Cette dynamique est soutenue par des investissements directs étrangers s'élevant à 32,9 milliards de dollars. Gigi Nende nous en dit plus. L'Égypte connaît une embellie économique notable avec une augmentation significative de ses recettes en devises étrangères pour l'année 2023-2024. Cette hausse, rapportée par l'Agence centrale pour la mobilisation publique et les statistiques, a atteint 159,6 milliards de dollars, soit une augmentation de 30,8% par rapport à l'année précédente. Cette progression impressionnante est largement attribuée à la montée des investissements directs étrangers qui ont représenté un rapport considérable de 32,9 milliards de dollars. Malgré cette dynamique positive, l'Égypte fait face à des défis persistants, notamment dans le secteur des paiements en devises pour les commerces internationaux. Les paiements estimés à 148,5 milliards de dollars en raison de la hausse des importations indique une dépendance persistante aux biens étrangers. Les pays de la Ligue arabe, et plus particulièrement les Émirats arabes unis, ont joué un rôle clé dans cette croissance avec une contribution d'environ 16,9 milliards de dollars en recettes. Ce partenariat renforce les liens économiques et stimule les développements régionaux. L'augmentation des recettes en devises étrangères est un indicateur prometteur de la résilience de l'économie égyptienne. Et puis, l'agriculture représente 33% du PIB au Kenya et fait vivre environ 40% de la population active selon l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture. Pour l'exercice fiscal 2024-2025, le gouvernement a renforcé son soutien à ces secteurs vitaux de l'économie. Maryse Boleli. Des technologies et pratiques intelligentes face au climat, c'est mis en place au Kenya pour plus de 143 000 agriculteurs qui recevront une formation et un soutien pour cette adoption dans les secteurs agricoles. C'est ce qu'a annoncé l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture le mardi 18 février 2025. L'objectif général est de réduire les impacts du changement climatique tout en promouvant une agriculture durable au Kenya. Plusieurs autres objectifs de cette initiative sont signalés tels que renforcer la résilience au changement climatique et augmenter les revenus de ménages, encourager l'adoption des pratiques agricoles résilientes et à faibles émissions de carbone dans plusieurs filières stratégiques telles que le produit laitier, la volaille, le café, le thé, les arbres fruitiers et les légumes feuilles. Elle prévoit également la mise en œuvre de pratiques de gestion durable sur 30 000 hectares et la création de 3 000 emplois. Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un soutien financier de 50 millions de dollars du Fonds vert
pour les climats composé d'une subvention de 29,2 millions de dollars et un cofinancement de 20,8 millions de dollars. Selon la FAO, le changement climatique menace fortement les secteurs agricoles au Kenya avec l'augmentation de température, la variabilité de précipitations et les événements météorologiques extrêmes qui fragilisent les cultures vivrières et des rentes comme le maïs, l'été et le café. De plus, le Kenya pourrait voir son PIB diminuer de 7,25% d'ici 2050 si des mesures d'adoption ne sont pas mises en place selon la Banque mondiale. Notons que cette initiative du GCF ambitionne de transformer les chaînes des valeurs agricoles et d'améliorer les conditions de vie de 2,7 millions de personnes, dont 50% de femmes dans le pays. Madame, Messieurs, nous allons faire place à présent à la revue de presse. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le Phare titre sévère verdict du groupe de contact international pour la région de Grand Lac rapportant la condamnation sans ambiguïté des crimes commis par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC. Le groupe de contact international qui regroupe 8 pays occidentaux et l'Union européenne a fermement dénoncé le massacre des civils, les violences sexuelles, le pillage des ressources naturelles ainsi que les recrutements forcés d'enfants par des groupes armés soutenus par le Rwanda. Info 27 va plus loin en abordant la détérioration de la situation sécuritaire dans le Sud Kivu où le rebelle du M23 intensifie leur avancée. Après avoir pris Kamanyola, ils progressent en direction d'Uvira. Ces mouvements compromettent sérieusement les résolutions du récent sommet conjoint de l'EAC et de la SADC, forçant ainsi le groupe de contact à réitérer son appel pour l'arrêt de tout soutien aux groupes armés et la mise en œuvre d'une pression internationale pour le retrait immédiat des forces rwandaises. Dans un autre article, Forum des As met en lumière la tragédie de Goma qu'il décrit comme une ville la plus propre devenu un cimetière à ciel ouvert. Plus de 8000 morts ont été comptabilisés rien que dans les structures sanitaires après l'incursion de l'armée rwandaise. La référence plus, quant à elle, décrit les intimidations multiples contre la mission onusienne à Goma. Le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, a dénoncé les restrictions des libertés des mouvements imposées par les forces rwandaises et le M23, précisant que la MONUSCO est pratiquement empêchée de mener ses opérations en raison de ces entraves. En même temps, a-t-il ajouté, le M23 exige que la MONUSCO lui rende les FARDC protégés dans ses bases. Du côté de la RDC, une résistance populaire s'organise comme le rapporte le journal. En Mbuji-Mayi, la capitale du Kasaï oriental, une marche a été organisée par le Conseil provincial des tradipraticiens et l'association des guérisseurs traditionnels pour soutenir le FARDC et le Wazalendo. Lors de cette manifestation, Kayemba Senda, un chef traditionnel, a appelé à la mobilisation de toutes les forces, y compris spirituelles, pour résister contre les agressions rwandaises et celles du M23 AFC, exhortant les autorités congolaises à s'engager dans une lutte déterminée. Enfin, dans une interview exclusive avec France 24 relayée par La Prospérité, Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la SENCO, a exprimé l'importance d'un dialogue sincère et inclusif pour résoudre la crise de l'Est de la RDC. Parlant de la démarche pacifique initiée par l'ECC et la SENCO, il a mentionné que le rôle des religieux, même face au défi de la guerre, est de chercher des solutions sans tomber dans l'escalade des accusations. Il a évoqué sa rencontre avec le président rwandais Paul Kagame, soulignant l'ouverture du Rwanda à une approche diplomatique pour parvenir à une solution de paix en dialoguant entre Congolais et au niveau de la sous-région. C'est ainsi que nous clôturons cette revue de presse. Merci de votre attention et à bientôt pour une prochaine édition. C'est donc avec la voix de Domomat que nous bouclons ce journal. Madame, Messieurs, place au rappel de titres. James Kabarebe et Laurence Kianyuka, respectivement patrons du portefeuille stratégique de la coopération régionale du Rwanda et au cadre de l'AFC M23, ont été sanctionnés par les États-Unis d'Amérique. Vous avez eu l'info dans ces journaux. Et puis, situation sécuritaire dans la ville de Bunia-Ituri, elle demeure donc calme et paisible, contrairement aux rumeurs faisant état d'une attaque
de la ville. Et à l'international, l'économie égyptienne augmente les recettes en devises étrangères pouvant atteindre 159,6 milliards de dollars pour l'année 2023-2024. Madame, messieurs, ce journal est complètement bouclé. Merci à vous de nous avoir suivis. À 21h, vous allez retrouver l'émission Chemin Critique qui parlera bien sûr de la guerre à l'Est de la République démocratique du Congo avec à la présentation Willy Kalinga et moi. Je vous retrouve respectivement à 23h, à 2h et à 7h pour votre journal. Portez-vous bien et pensez pieuse à nos compatriotes à l'est du pays. À très bientôt. Elle vous a été présentée par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.